Klaus Müller entra dans le restaurant avec un sourire arrogant. Il passa sa commande en allemand, espérant humilier la serveuse devant tout le monde. Mais Amélie Dubois n'était pas une simple serveuse. Elle parlait 7 langues et gardait un secret qui allait tout changer. Le restaurant, la brasserie de l'ancienne douane, était au maximum de son activité en ce vendredi soir. Les tables étaient bondées, le bruit des couverts heurtant les assiettes, des rires mêlés à des conversations animées. Amélie Dubois était debout depuis 6 heures, se déplaçant entre les tables avec son plateau en hauteur, souriant même si ses pieds lui brûlaient comme du feu. Elle avait appris à toujours sourire, même quand elle n'en avait pas envie, même quand les clients la traitaient comme si elle était invisible. Elle avait 28 ans, mais se sentait parfois avoir vécu le double. L'uniforme classique de brasserie, tablier blanc sur robe noire, était impeccable, comme toujours. Ses cheveux étaient ramassés en un chignon parfait. Tout était en place, tout était contrôlé, car c'était la seule chose qu'elle pouvait contrôler dans sa vie. Son apparence, son professionnalisme, son masque de tranquillité. La porte du restaurant s'ouvrit et 3 hommes entrèrent. Amélie les remarqua immédiatement. C'était impossible de ne pas le faire. Des costumes chers qui criaient l'argent, des montres qui coûtaient probablement plus que tout ce qu'elle gagnerait en un an. Ils marchaient avec cette assurance que seules ont les personnes habituées à ce que les portes s'ouvrent d'elles-mêmes pour elles. L'homme au centre était le plus imposant. Cheveux gris parfaitement coiffés, mâchoire carrée, épaules larges. Il avait cet air d'autorité qui faisait tourner les têtes sur son passage. Ses yeux parcoururent la salle comme un prédateur évaluant son territoire. Klaus Müller. Amélie ne connaissait pas encore son nom, mais reconnaissait le type. Elle l'avait vu des centaines de fois au Grand Hôtel de la Paix, où elle avait travaillé pendant 4 ans. Des entrepreneurs, des cadres, des hommes qui mesuraient leur valeur par la taille de leur compte bancaire et le prix de leurs chaussures. Klaus désigna la table du centre, la plus visible du restaurant. Ce n'était pas un hasard, ça ne l'était jamais avec des gens comme ça. Il voulait être vu, admiré, envié. Amélie termina de servir la table 6, passa par la cuisine pour laisser la commande et marcha vers les 3 hommes. Elle prit une profonde inspiration. Un client de plus, une table de plus, une nuit de plus. « Bonsoir, messieurs », dit-elle, avec son meilleur sourire professionnel, ouvrant son carnet. « Savez-vous déjà ce que vous allez commander, ou avez-vous besoin de quelques minutes ?» Klaus Müller leva les yeux vers elle. Ses yeux la parcoururent de haut en bas, non pas avec intérêt, mais avec mépris, comme quelqu'un qui regarde un vieux meuble dans une boutique d'occasion. Alors il sourit, et Amélie sentit un frisson lui parcourir le dos. Elle connaissait ce sourire. C'était le sourire qui précédait quelque chose de mauvais. « Ich brauche ein paar Minuten », dit Klaus en allemand posé, la regardant droit dans les yeux. « Aber ich bezweifle, dass die Qualität hier unseren Standards entspricht. » J'ai besoin de quelques minutes, mais je doute que la qualité ici corresponde à nos standards. Les 2 hommes à ses côtés rirent. L'un d'eux, avec des lunettes et une cravate bleue, ajouta également en allemand. « Wenigstens ist es billig, oder? Au moins, c'est bon marché, non ?» Amélie ne scia pas, ne changea pas d'expression. Elle garda simplement son carnet ouvert et attendit, comme si elle n'avait rien entendu d'autre qu'un bruit insignifiant, mais elle avait compris chaque mot. « Nous avons besoin de quelques minutes, mais je doute que la qualité ici réponde à nos standards. Au moins c'est bon marché, n'est-ce pas ?» Klaus continua de la regarder, attendant qu'elle demande de répéter, attendant qu'elle rougisse, attendant qu'elle montre qu'elle était perdue, confuse, humiliée. Amélie connaissait chaque mot qu'ils avaient dit. Elle avait travaillé 4 ans à recevoir des touristes du monde entier au Grand Hôtel de la Paix. Elle avait appris l'allemand en conversant avec des hommes d'affaires allemands au bar du hall. Elle avait appris l'anglais avec des Américains, se plaignant de tout. Le français était sa langue naturelle. L'italien avec des familles bruyantes. Le portugais vint facilement. Le japonais arriva petit à petit. Le mandarin de base aussi. Elle comprenait 7 langues, mais ils ne le savaient pas, et elle n'allait pas leur donner le plaisir de le savoir. Pas encore. « Je vous laisse quelques minutes de plus, alors », dit Amélie en français, avec la même voix calme et polie qu'elle utilisait avec tous les clients. « Lorsque vous serez prêts, appelez-moi. » Elle fit demi-tour et s'éloigna. Elle sentit leurs regards plantés dans son dos. Elle entendit leurs rires étouffés. En cuisine, sa collègue Claire l'attendait les sourcils levés. « Qui sont ces types ?» demanda-t-elle. « Ils ont l'air insupportables. »« Ils le sont », répondit Amélie, laissant le carnet sur le comptoir. « Mais juste pour ce soir. Demain, je ne m'en souviendrai pas. » C'était un mensonge. Elle savait déjà qu'elle s'en souviendrait parce que des gens comme eux laissaient des traces. Non pas du genre qui vous rend meilleur,
mais du genre qui vous rappelle à quel point vous pouvez être invisible pour certains. 5 minutes plus tard, elle retourna à la table. Klaus Müller parlait toujours en allemand avec ses accompagnateurs, gesticulant largement, riant de quelque chose qui n'était probablement pas drôle. « Avez-vous décidé ce que vous allez commander ?» demanda Amélie, carnet en main. Klaus s'adossa à sa chaise, croisa les bras et la regarda avec supériorité. « Haben Sie etwas Gutes hier ?» demanda-t-il en allemand lentement, épeleur presque chaque mot. « Avez-vous quelque chose de bon ici ?» Amélie nota quelque chose dans son carnet sans le regarder. « Was denkst du, Mort ?» demanda Klaus à son compagnon en allemand. « Müssen Sie nicht zumindest ein anständiges Gericht an diesem Ort haben? Que penses tu, Mort? Ne doivent-ils pas avoir au moins son plat décent à cet endroit? »« Schwer zu glauben » répondit l'autre en riant doucement. « Difficile à croire. » Amélie termina d'écrire dans son carnet et leva les yeux. « Je peux vous suggérer le filet de bœuf sauce au poivre. C'est notre plat le plus demandé. » Sa voix restait ferme, professionnelle, comme si rien ne s'était passé. Klaus commanda le filet, les deux autres aussi. Elle nota tout, confirma les boissons, remercia et fit demi-tour. En s'éloignant, elle entendit Klaus parler encore plus fort en allemand. Menschen wie Sie kommen nie aus solchen Orten heraus, sie geben sich nicht einmal die Mühe, die Welt zu verstehen. Des gens comme elle ne sortent jamais de ces endroits, ils ne font même pas l'effort de comprendre le monde. Amélie serra son carnet plus fort, mais ne s'arrêta pas. Elle ne se retourna pas, ne donna aucun signe. Elle passa la commande à la cuisine, servit 3 autres tables, apporta des boissons, retira des assiettes, travailla comme elle travaillait toujours, avec efficacité, avec discrétion, mais à l'intérieur, quelque chose bouillait. Quelque chose qui avait été endormi pendant 6 mois était en train de se réveiller. 20 minutes plus tard, elle apporta les plats, les plaça devant chaque client avec soin, sans rien renverser. « Bon appétit » dit-elle. Elle allait se retirer quand Klaus la rappela. « Mademoiselle ». Il n'utilisa pas son prénom, même si l'étiquette avec Amélie était bien visible sur sa poitrine. « Juste mademoiselle, apportez-moi plus d'eau, et qu'elle soit fraîche cette fois. » L'eau sur la table était à moitié pleine et était fraîche. Amélie hocha la tête. Bien sûr, elle alla la chercher. Quand elle revint avec la carafe, Klaus parlait affaires avec ses collègues, alternant entre le français et l'anglais. Il prit la carafe de ses mains sans la regarder, sans remercier, et continua sa conversation comme si elle faisait partie du mobilier. Amélie resta debout 2 secondes, 3, attendant quelque chose, un merci, un geste, la moindre reconnaissance de son existence. Rien n'arriva. Elle fit demi-tour et partit. Mais cette fois, quand elle passa par la cuisine, le gérant, Pierre, l'arrêta. « Tu vas bien ?» demanda-t-il à voix basse. « Cette table te dérange. »« Je vais bien, » répondit Amélie. « Tu es sûr ? Parce que ce type est un parfait imbécile. J'ai l'habitude, Pierre. J'ai vu pire. » Et c'était vrai, elle avait vu pire. Mais cela ne rendait pas les choses plus faciles. Le service continua. Klaus et ses collègues terminèrent de manger, commandèrent un dessert, prirent un café. Pendant tout ce temps, ils continuèrent à faire des commentaires en allemand sur l'endroit, sur la nourriture, sur le niveau des gens qui travaillaient dans de tels endroits. Amélie entendit tout, mémorisa chaque mot, mais garda un visage vide d'émotion. Quand ils demandèrent finalement l'addition, Klaus tendit sa carte de crédit sans la regarder. Elle apporta le terminal. Il passa la carte, signa le reçu, ne laissa pas de pourboire. Alors il se leva, ajusta son veston et regarda Amélie pour la première fois avec une réelle attention. « Merci » dit-il en français. Mais le ton était condescendant, comme s'il lui faisait une faveur. « Vous avez fait un effort. » Les 3 sortirent en riant. Amélie resta debout près de la table vide, tenant le plateau avec les assiettes sales. Ses mains tremblaient légèrement, non pas de peur, mais de rage contenue. Pierre apparut à ses côtés. « Quel imbécile !»« Oui, mais il va revenir. Comment le sais-tu ? Parce que les gens comme ça reviennent toujours. » Amélie se tourna vers la cuisine. « Et quand il reviendra, ce sera différent. » Parce que quelque chose avait changé. Klaus Müller avait franchi une ligne, et Amélie Dubois était prête à agir. Amélie arriva à son appartement ce soir-là, le corps épuisé et l'esprit accéléré. Le petit appartement d'une pièce au 3e étage d'un immeuble ancien l'accueillit avec son silence habituel. Murs écaillés, meubles anciens, mais il était à elle, ou du moins il le serait quand elle aurait fini de payer le loyer en retard. Elle laissa tomber son sac sur le canapé élimé et se dirigea directement vers la salle de bain. Elle avait besoin de se doucher. Elle avait besoin que l'eau chaude emporte la tension accumulée dans ses épaules, le nœud dans sa gorge, la rage qu'elle avait contenue pendant des heures.
Sous la douche, elle ferma les yeux et laissa l'eau couler sur son visage. Les mots de Klaus Müller résonnaient dans sa tête comme un écho agaçant. Des gens comme elle ne sortent jamais de ces endroits. Ils ne font même pas l'effort de comprendre le monde. Les larmes se mélangèrent à l'eau. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'était de la frustration, car une partie d'elle craignait qu'il ait raison, qu'elle resterait vraiment piégée là, à servir d'étable, invisible, oubliée. Mais une autre partie d'elle, la partie qui s'était battue pendant des années pour apprendre 7 langues sans l'aide de personne, cette partie savait que Klaus Müller avait complètement tort. Elle sortit de la douche, s'enveloppa dans une vieille serviette et s'assit au bord du lit. Elle prit son téléphone portable et ouvrit l'application d'allemand qu'elle avait toujours installée. Cela faisait 3 mois qu'elle ne l'avait pas ouverte. L'écran affichait série maximale 347 jours, niveau Kun. Elle passa son doigt sur l'écran, se souvenant des nuits blanches à étudier, des erreurs embarrassantes au début, de la satisfaction de comprendre enfin une conversation complète sans traduction. Elle ferma l'application et s'allongea sur le lit, regardant le plafond taché d'humidité. Son esprit voyagea 4 ans en arrière, quand les choses étaient différentes, quand elle était différente. Le Grand Hôtel de la Paix était l'un des plus prestigieux de la ville. 5 étoiles, hall en marbre, client du monde entier. Amélie avait commencé là à 24 ans, comme réceptionniste de nuit. Elle ne savait rien des langues quand elle est entrée, seulement le français, et un anglais scolaire qui lui permettait à peine de dire « good morning » sans trébucher. Mais l'hôtel ne s'arrêtait jamais. Des Allemands arrivaient demandant des visites. Des Japonais avaient besoin d'indications. Des Italiens voulaient des recommandations de restaurants. Des Brésiliens demandaient des informations en portugais. Et Amélie était toujours là au comptoir, sans pouvoir dire « je ne sais pas » ou « je ne comprends pas ». Alors elle a commencé à apprendre de la manière la plus difficile, dans la pratique. Elle notait des phrases qu'elle entendait. Elle demandait aux clients de lui apprendre comment dire ceci ou cela. Elle téléchargeait des applications sur son téléphone et étudiait pendant ses pauses déjeuner. Elle regardait des vidéos sur YouTube à 3 heures du matin quand elle ne pouvait pas dormir. Elle se trompait constamment, mélangeait des mots, conjuguait mal les verbes. Mais elle continuait d'essayer. 1 an plus tard, elle parlait anglais couramment, allemand fonctionnel, italien de base. Le portugais était naturel par la similitude avec le français. Le japonais, elle l'a appris d'un couple de personnes âgées qui ont séjourné 3 semaines à l'hôtel et ont eu la patience de lui enseigner. Le mandarin était le plus difficile, mais elle a atteint un niveau conversationnel de base, et personne à l'hôtel n'avait idée de ce qu'elle avait accompli par elle-même. Les gérants l'adoraient. « Amélie, elle résout tout », disait-il. « Envoyez n'importe quel client vers elle. » Et il le faisait. Elle devint la personne que tout le monde cherchait quand ils avaient des problèmes avec des étrangers. Mais alors, l'hôtel ferma. Crise économique, dettes accumulées. Un matin, ils ont appelé tous les employés et ont donné la nouvelle. 30 jours pour cesser les opérations. Après cela, chacun pour soi. Amélie chercha du travail dans d'autres hôtels. Elle envoya son CV à des douzaines d'endroits, mais la ville avait peu d'hôtels de ce niveau, et tous avaient déjà leur personnel complet. Les réponses étaient toujours les mêmes. Nous garderons votre CV. Si un poste se libère, nous vous contacterons. Pour le moment, nous n'avons pas de poste disponible. Les mois passèrent, l'argent s'épuisa. Le loyer fut en retard. L'électricité fut coupée 2 fois. Amélie avait besoin de tout ce qui lui permettrait de payer les factures. C'est là qu'elle vit l'annonce du restaurant La Brasserie de l'ancienne douane. Serveuse recherchée, expérience non requise, se présenter en personne. Elle y alla le jour même. Le gérant Pierre la regarda et demanda si elle avait de l'expérience dans le service à la clientèle. Elle dit oui. Il l'embaucha sur le champ. Il ne posa pas de questions sur les langues. Il ne posa pas de questions sur l'hôtel. Il ne posa rien d'autre que les bases. Et Amélie ne le mentionna pas parce qu'elle savait que cela ne ferait aucune différence. Personne ne parlait allemand ou japonais dans ce restaurant. Personne n'avait besoin de traduction. Les clients étaient locaux. Des gens simples qui commandaient des plats du jour et payaient en espèces. Elle n'était qu'une serveuse de plus, et c'était bien. Au moins, elle payait les factures. Mais ce soir-là, après 6 mois à servir des tables sans utiliser quoi que ce soit de ce qu'elle avait appris, Klaus Müller était entré dans le restaurant et avait décidé qu'elle était invisible, qu'elle était stupide, qu'elle ne comprenait rien. Et cela lui fit mal d'une manière qu'Amélie n'attendait pas. Elle se leva du lit et marcha vers la petite fenêtre de son appartement. La ville brillait dehors, des lumières scintillantes sur des bâtiments lointains, des gens vivant leur vie, des gens avec des emplois importants, des gens qui n'avaient jamais eu à choisir entre payer l'électricité ou acheter de la nourriture. Elle prit son téléphone de nouveau
et ouvrit le navigateur. Elle écrivit emploi pour traducteur, travaux bilingues, interprète recherché. Les mêmes résultats que toujours. Les mêmes entreprises, les mêmes exigences, expérience minimale de 5 ans, diplôme universitaire en langue, disponibilité pour voyager à l'international. Amélie n'avait pas de diplôme universitaire. Elle avait tout appris seule, dans la pratique, au comptoir de l'hôtel, se trompant et se corrigeant, mais cela ne comptait pour personne. Les papiers importaient plus que les compétences. Elle ferma le navigateur et jeta le téléphone sur le lit. Demain serait un autre jour, un autre service, d'autres tables, d'autres clients, et juste peu, Klaus Müller reviendrait, parce que les gens comme lui revenaient toujours. Ils aimaient avoir un public, ils aimaient se sentir supérieurs. Et s'il revenait, Amélie serait prête. Elle ne savait pas encore ce qu'elle ferait exactement, mais elle savait qu'elle n'allait pas laisser passer l'occasion. Encore une fois, elle éteignit la lumière et ferma les yeux. La fatigue du corps criait au repos, mais l'esprit restait accéléré, pensant, planifiant, imaginant des scénarios. Et pour la première fois en 6 mois, Amélie dormit avec quelque chose de plus que de l'inquiétude dans sa tête. Elle dormit avec détermination. Les 3 jours suivants passèrent lentement. Amélie travaillait en pilote automatique, servait des tables, souriait aux clients, apportait des plats, ramassait des pourboires misérables, mais son esprit était ailleurs. Chaque fois que la porte du restaurant s'ouvrait, son cœur s'accélérait légèrement, attendant de le voir entrer, attendant que Klaus Müller revienne. Le mardi, il n'apparut pas, le mercredi non plus. Le jeudi, Amélie commença à penser que peut-être il ne reviendrait pas après tout. Peut-être que ce n'était qu'une mauvaise soirée et qu'il avait déjà oublié. Mais le vendredi arriva et avec lui Klaus Müller. Il était 14 heures, l'heure du déjeuner. Le restaurant était plein comme toujours. Amélie équilibrait 2 assiettes quand elle vit la porte s'ouvrir. Il était là. Klaus Müller entra seul cette fois. Costume gris impeccable, mallette en cuir à la main, téléphone collé à l'oreille. Il parlait fort, gesticulait avec la main libre, occupait l'espace comme si celui-ci lui appartenait. Le cœur d'Amélie s'accéléra, mais elle ne s'arrêta pas. Elle finit de servir la table, ramassa les assiettes vides d'une autre et retourna au comptoir. Pierre était en train d'organiser les commandes. « Ce type est revenu », dit-il à voix basse, désignant discrètement Klaus. « L'imbécile de l'autre fois. »« Je sais », répondit Amélie. « Tu veux que quelqu'un d'autre le serve ?» Amélie prit une profonde inspiration. « Non, je m'en occupe. » Pierre fronça les sourcils. « Tu es sûr ?»« Complètement. » Elle prit son carnet, ajusta son uniforme et marcha vers la table que Klaus avait choisie, la même du centre. Bien sûr, il était toujours au téléphone quand elle arriva. Il faisait de grands gestes avec sa main libre. Il parlait en anglais avec quelqu'un à l'autre bout de la ligne. « Oui, je comprends l'inquiétude, mais nous devons boucler cela pour lundi, » disait-il avec impatience. « Non, ce n'est pas acceptable. » Faites pression sur eux. Amélie resta debout attendant. 10 secondes, 20, 30. Klaus ne la regarda pas une seule fois. Finalement, il raccrocha et jeta le téléphone sur la table avec force. Alors il leva les yeux, vit Amélie, et son visage montra quelque chose comme de la reconnaissance. « Ah, vous encore » dit-il sans salutation, sans courtoisie. « Apportez le menu. » Amélie ouvrit son carnet. « Vous connaissez déjà le menu, monsieur. Voulez-vous que je vous suggère quelque chose ou préférez-vous choisir ?» Klaus la regarda avec plus d'attention cette fois, comme essayant de déchiffrer quelque chose qui n'avait pas de sens. « Vous avez une bonne mémoire, hein? Vous vous souvenez des clients? »« Je me souviens de ceux qui reviennent. » Il sourit. Ce n'était pas un sourire aimable. « Bien. Alors vous savez que je n'accepte pas la nourriture tiède, ni le service lent. » Il parla lentement, comme expliquant à une enfant. « Compris. Compris. Parfait. » Klaus ouvrit sa mallette, en sortit des papiers et commença à les lire. « Apportez-moi un filet de bœuf bien cuit, riz, frites et eau gazeuse. Vite. » Amélie nota tout. « Autre chose ? » Non. Il ne la regarda même pas. Il lisait déjà les documents, complètement déconnecté. Elle fit demi-tour pour partir, mais avant de faire 2 pas, elle entendit sa voix à nouveau. « Quelquefois en allemand. Dieser Ort ist noch traurig, » dit-il. Pour personne en particulier, juste parlant à voix haute. « Aber zumindest ist das Essen billig. » Cet endroit est encore triste, mais au moins la nourriture est bon marché. Amélie s'arrêta. Elle sentit le sang monter à son visage. Ses mains serrèrent le carnet avec force. Elle pouvait se retourner, elle pouvait lui répondre, elle pouvait lui montrer qu'elle avait compris chaque mot, mais elle ne le fit pas. Elle prit une profonde inspiration, compta jusqu'à 3
et continua de marcher. Elle passa la commande à la cuisine, servit 2 autres tables, apporta des boissons, ramassa des assiettes. Elle travaillait en automatique, mais l'esprit complètement éveillé. Klaus était revenu et il était revenu seul, sans ses collègues, sans public à impressionner. Cela changeait tout, car maintenant Amélie avait le scénario parfait pour son plan. Un plan qui venait de se former complètement dans son esprit. Et quand le moment serait venu, Klaus Müller découvrirait qu'il avait sous-estimé la mauvaise personne. 15 minutes plus tard, Amélie revint à la table de Klaus, avec le plat fumant. Elle le plaça devant lui avec soin, s'assurant que tout était parfait. Le filet était exactement à point, les frites dorées et croustillantes, le riz moelleux. Elle avait personnellement vérifié avec le chef que tout soit impeccable. « Bon appétit !» dit-elle avec sa voix professionnelle, la même qu'elle utilisait avec tous les clients. Klaus coupa un morceau de viande sans même la regarder, le porta à sa bouche, mâcha, et fit immédiatement une grimace de désapprobation exagérée. Il poussa l'assiette vers l'avant comme s'il avait été servi de la nourriture pourrie. « C'est sec », déclara-t-il, la regardant finalement avec des yeux froids et accusateurs. « J'ai demandé bien cuit, pas brûlé. Est-ce si difficile de comprendre une commande simple ?» Amélie observa attentivement l'assiette. La viande était parfaite, juteuse à l'intérieur, saisie à l'extérieur, avec cette teinte dorée qui indiquait qu'elle était à son point exact, exactement comme devait l'être un filet de bœuf bien cuit. N'importe quel chef professionnel serait fier de ce plat. « Désirez-vous que je demande au chef d'en préparer un autre ?» demanda-t-elle, gardant sa voix calme, sans laisser transparaître l'irritation qui commençait à bouillir en elle. « Je n'ai pas le temps d'attendre à nouveau. » Klaus coupa un autre morceau avec des mouvements brusques, mâcha d'un air mécontent et continua. « Mais la prochaine fois, faites plus attention à ce que je demande. Ce n'est pas si compliqué pour quelqu'un dans votre position, n'est-ce pas ?» Le ton condescendant de ses paroles était indubitable, comme s'il s'adressait à quelqu'un ayant des capacités limitées. « Oui, monsieur. » Klaus leva lentement les yeux vers elle. Ses yeux la parcoururent de haut en bas avec ce regard évaluateur qu'il avait utilisé la première fois, comme s'il essayait de résoudre une énigme qui ne l'intéressait pas vraiment, mais qui l'amusait momentanément. « Avez-vous toujours été aussi terne ?» demanda-t-il, penchant légèrement la tête sur le côté. « Ou seulement avec moi? Parce que j'ai connu beaucoup de serveuses, et elles ont généralement plu. Elle, de personnalité. » Amélie sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Les mots frappèrent plus fort qu'elle ne l'avait prévu. Terne, comme une lumière qui ne brille pas assez, comme quelqu'un qui ne vaut pas la peine d'être remarqué. Mais elle garda un visage complètement neutre, sans laisser échapper la moindre émotion dans son expression. « Je ne comprends pas la question, monsieur. » Klaus fit un geste dédaigneux de la main, comme chassant une mouche agaçante qui bourdonnait autour de lui. « Laissez tomber, peu importe. Allez-vous-en et apportez-moi plus d'eau, et assurez-vous qu'elle soit vraiment fraîche cette fois. » Amélie hocha légèrement la tête et se tourna pour s'éloigner. Ses pas étaient mesurés, contrôlés, professionnels. Mais alors elle entendit sa voix à nouveau, en allemand, plus fort qu'avant, avec ce ton de supériorité qui ne vient que de quelqu'un qui croit qu'il est absolument sûr de ne pas être compris. « Menschen wie Sie erreichen nie etwas I am Leben » dit-il, tout en coupant un autre morceau de viande avec des mouvements délibérés. « Sie bleiben für immer am selben Ort gefangen. Kein Ehrgeiz, keine Träume, nur Durchschnittlichkeit. Es ist fast traurig, wenn man darüber nachdenkt. Des gens comme elle n'accomplissent jamais rien dans la vie. Ils restent piégés au même endroit, pour toujours, sans ambition, sans rêve, juste de la médiocrité. C'est presque triste quand on y pense. » Amélie s'arrêta net. Ses pieds se plantèrent dans le sol comme s'ils avaient pris racine. Les mots la transpercèrent comme des couteaux aiguisés, précis, conçus pour blesser à l'endroit exact où cela faisait le plus mal. Non pas par la cruauté elle-même, mais par la précision terrifiante avec laquelle il touchait ses peurs les plus profondes. Parce qu'une partie d'elle, la partie qui se réveillait à 3 heures du matin, le cœur battant et l'anxiété lui serrant la poitrine, craignait que cela puisse être vrai, qu'elle resterait vraiment piégée là, à servir des tables jusqu'à ce que ses pieds ne puissent plus la soutenir, jusqu'à ce que son dos cède, jusqu'à ce qu'elle devienne une ombre invisible pour le monde, quelqu'un que les gens regardaient sans vraiment voir. Mais il y avait une autre partie d'elle, la partie qui avait étudié jusqu'à ce que ses yeux lui brûlent et que les lettres dansent sur l'écran du téléphone. La partie qui avait mémorisé des milliers de mots dans 7 langues différentes, sans l'aide de professeurs, sans l'aide d'académies chères, sans l'aide de personne d'autre que sa propre détermination brutale. La partie qui avait transformé chaque moment libre en une opportunité d'apprentissage, chaque touriste en un professeur involontaire, chaque erreur en une leçon gravée dans sa mémoire.
Cette partie savait avec une certitude absolue que Klaus Müller avait complètement tort et cette partie était sur le point de parler. Amélie se retourna lentement, très lentement. Chaque mouvement était délibéré, contrôlé. Elle marcha vers la table, avec des pas mesurés, consciente que toutes les décisions des 4 dernières années de sa vie l'avaient menée exactement à cet instant. Elle s'arrêta juste à côté de Klaus, à sa droite, assez près pour qu'il doive lever les yeux pour la regarder, et elle attendit. Il perçut sa présence et leva les yeux avec une irritation évidente sur son visage. Ses sourcils se froncèrent. « Qu'est-ce que vous voulez encore? Je ne vous ai pas dit d'apporter de l'eau » Amélie tenait son carnet des 2 mains, le serrant légèrement. Elle prit une profonde inspiration, remplissant ses poumons d'air, sentant son cœur battre fort, mais de manière constante. Ce n'était pas de la nervosité, c'était de l'anticipation. C'était le moment où tout ce qu'elle avait construit seule, en silence, sans reconnaissance, allait enfin être révélé. Et alors, avec la prononciation parfaite qu'elle avait pratiquée des centaines de milliers de fois devant le miroir de sa petite salle de bain, avec des touristes patients dans le hall de l'hôtel, avec des vidéos YouTube rejouées encore et encore jusqu'à l'aube, avec la clarté cristalline de quelqu'un qui maîtrise complètement la langue, et ne la baragouine pas seulement, elle dit en allemand. Das Fleisch ist genauso zubereitet, wie Sie es bestellt haben, mein Herr. Gut durchgebraten wie gewünscht. Die Qualität ist ausgezeichnet. La viande est préparée comme vous l'avez commandé, monsieur, bien cuite comme vous l'avez demandé. La qualité est excellente. La fourchette de Klaus s'arrêta en l'air, suspendue dans un moment figé dans le temps. Sa bouche s'ouvrit légèrement. Il cligna des yeux 1 fois, 2 fois, 3 fois. Son cerveau essayait clairement de traiter ce qu'il venait d'entendre, comme si les mots avaient été prononcés dans une langue étrangère qui ne devrait pas exister dans ce contexte, à cet endroit, sortant de la bouche de cette personne. Le bruit du restaurant continuait autour d'eux, des assiettes qui s'entrechoquaient en cuisine, des conversations aux autres tables, le bruit de la machine, un café espresso. Mais à cette table, dans ce petit espace entre Amélie et Klaus, le silence était absolu, dense, chargé d'électricité. « Quoi? Qu'est-ce que vous avez dit ?» demanda-t-il en français. Sa voix avait perdu toute son arrogance antérieure. Il semblait presque incrédule, comme s'il ne pouvait pas faire confiance à ses propres oreilles. Amélie répéta, toujours en allemand, sans hâte, sans colère, sans triomphalisme, juste avec une clarté absolue et un calme qui contrastait dramatiquement avec l'expression de choc sur le visage de Klaus. Das Fleisch ist perfekt zubereitet, gut durchgebraten, genau wie Sie es bestellt haben. Es gibt keinen Fehler. La viande est parfaitement préparée, bien cuite, exactement comme vous l'avez commandé. Il n'y a aucune erreur. Klaus lâcha la fourchette. Le bruit du métal heurtant l'assiette en porcelaine résonna plus fort que la normale, faisant écho dans le silence tendu qui s'était formé autour d'eux. Il s'adossa lentement à sa chaise, s'éloignant d'elle comme s'il avait besoin de distance physique pour traiter ce qui se passait. Son visage passa par plusieurs expressions en succession rapide. Surprise sincère, confusion profonde, incrédulité, et puis quelque chose comme de la gêne, mélangée à une touche de ce qui pourrait être de la honte, bien qu'il luttait clairement contre l'admission de ce dernier sentiment. Les tables voisines avaient commencé à remarquer que quelque chose d'inhabituel se produisait. Les conversations s'éteignaient progressivement. Les regards se dirigeaient vers eux avec une curiosité à peine dissimulée. Pierre, depuis le comptoir, avait cessé d'organiser les commandes et observait la scène, les yeux écarquillés, complètement immobile. « Vous parlez allemand ?» demanda Klaus en français. Sa voix avait complètement perdu le ton autoritaire et condescendant. Maintenant, elle sonnait presque vulnérable. « Oui », répondit Amélie simplement en français. « Depuis quand? Qui vous a appris? Depuis que j'ai appris toute seule. » Il y eut une pause longue et lourde. Klaus la regardait fixement et Amélie pouvait voir parfaitement les pièces s'emboîter dans son esprit comme un puzzle macabre. Les souvenirs de tous les commentaires qu'il avait faits en allemand, chaque moquerie, chaque insulte, chaque mot cruel qu'il avait prononcé en supposant son invisibilité linguistique. Tous ces mots prenaient maintenant un poids différent, une honte rétrospective qui s'accumulait sur ses épaules. Alors il rit, un rire court, rauque, sans humour sincère, chargé de tension et de quelque chose qui pourrait être de l'incrédulité, mélangé à un respect à contre-cœur. Alors vous avez compris tout ce que j'ai dit les autres jours? Tout? Chaque mot, confirma Amélie sans détourner ses yeux des siens. Chaque commentaire, chaque insulte, chaque moquerie, tout. Nee, Kamana. Explain desated, and faced it in for more fein. Le visage de Klaus devint rouge vif.
Mais ce n'était pas le rouge de la honte qu'on attendrait de quelqu'un qui vient d'être découvert dans sa mesquinerie. C'était le rouge de la rage, de l'indignation de celui qui se sent trompé, exposé, vulnérable. Ses mains se serrèrent en poing sur la table, les jointures blanchissant sous la pression. « Et pourquoi diable n'avez-vous rien dit avant ?» Sa voix monta en volume, attirant encore plus de regards des tables environnantes. « Pourquoi m'avez-vous laissé parler comme ça si vous compreniez tout ?» Amélie garda son regard ferme, sans ciller, sans reculer d'un millimètre, face à la colère qui émanait de lui comme des vagues de chaleur. « Parce que vous n'avez jamais demandé, » répondit-elle, avec un calme qui contrastait dramatiquement avec son agitation. « Vous avez simplement supposé. Vous avez supposé que j'étais ignorante. Vous avez supposé que je ne comprendrais pas. Vous avez supposé que vous pouviez dire ce que vous vouliez sans conséquence. Ce fut votre choix, pas le mien. » Le silence retomba sur la table comme une lourde couverture, mais cette fois, il était différent. Ce n'était pas le silence du choc initial. Il était tendu, chargé, dangereux, le genre de silence qui précède les tempêtes. Certaines tables voisines avaient complètement abandonné le prétexte de ne pas écouter. Les conversations s'étaient complètement arrêtées. Les regards se dirigeaient ouvertement vers eux. Même les serveurs s'étaient arrêtés dans leurs tâches, observant de loin avec des expressions qui mélangeaient curiosité et quelque chose comme de l'émerveillement. Klaus se pencha en avant, appuyant ses coudes sur la table. Sa posture était agressive, provocante. Quand il parla de nouveau, ce fut en allemand, et sa voix avait un ton de défi ouvert, comme s'il testait si elle pouvait réellement soutenir une conversation complète ou si elle n'avait mémorisé que quelques phrases. Intéressant. Also, die Kellnerin hat versteckte Tricks. Wie viele Sätze kannst du tatsächlich sagen? Oder hast du nur ein paar Phrasen auswendig gelernt, um mich zu beeindrucken? Intéressant. Donc, la serveuse a des astuces cachées. Combien de phrases pouvez-vous réellement dire? Ou avez-vous juste mémorisé quelques phrases pour m'impressionner? Amélie répondit sans la moindre hésitation, également en allemand, avec une fluidité qui montrait clairement qu'elle ne récitait pas des lignes répétées, mais pensait activement dans la langue. Das sind keine Tricks, Herr Müller. Das sind Fähigkeiten, die ich über 4 Jahre entwickelt habe. Ich habe jeden Tag studiert, mit Hunderten von Menschen gesprochen, Fehler gemacht und aus ihnen gelernt. Was Sie Tricks nennen, ist das Ergebnis von Disziplin und harter Arbeit. Ce ne sont pas des astuces, Monsieur Müller. Ce sont des compétences que j'ai développées pendant 4 ans. J'ai étudié tous les jours, parlé avec des centaines de personnes, fait des erreurs et appris d'elles. Ce que vous appelez des astuces est le résultat de la discipline et du travail acharné. La mâchoire de Klaus se crispa visiblement. Il la regarda fixement pendant plusieurs secondes qui semblèrent s'étirer éternellement. Alors il rit à nouveau. Mais cette fois le son était différent. Il y avait toujours de l'incrédulité, mais il y avait aussi autre chose. Quelque chose qui pourrait être du respect, bien qu'il luttait clairement contre l'admettre ouvertement. Fähigkeiten. Répéta-t-il le mot lentement, le savourant. Compétences. Combien de langues parlez-vous alors? 2, 3, 4, tout au plus? Amélie le regarda directement dans les yeux. C'était le moment. Le moment pour lequel elle avait travaillé pendant des années sans savoir qu'il arriverait. Le moment où tout son effort, tout son sacrifice, toutes ses nuits blanches à étudier pendant que les autres dormaient, auraient enfin un but visible. « Cette langue couramment », dit-elle en français, laissant chaque mot tomber comme une pierre dans l'eau calme. « Et un niveau conversationnel de base dans une 8e. » Le rire mourut complètement dans la gorge de Klaus. Son expression changea à nouveau. Maintenant, c'était de la pure incrédulité, mélangée à quelque chose qui ressemblait dangereusement à de l'émerveillement. Il la regarda fixement, son cerveau essayant visiblement de traiter cette information qui ne correspondait à aucune des suppositions qu'il avait faites à son sujet. À la table d'à côté, un couple avait complètement cessé de manger et observait la scène, la bouche légèrement ouverte. Pierre, depuis le comptoir, tenait un plateau en l'air, complètement paralysé, comme une statue. Claire, sa collègue serveuse, s'était approchée et observait, les yeux écarquillés. Le restaurant entier semblait être entré dans une sorte de transe collective. Tous les présents conscients qu'ils étaient en train d'assister à quelque chose d'extraordinaire. « Sept langues », répéta Klaus, comme s'il avait besoin de l'entendre à nouveau pour que son cerveau puisse commencer à accepter la réalité. « Sept, couramment », confirma Amélie. « 8, si l'on compte le mandarin de base, mais je préfère être honnête sur mes limitations dans ce dernier. Quels sont les 7 ?» La question sortit presque comme un murmure. Toute l'arrogance antérieure avait disparu de sa voix. « Le français est ma langue maternelle. Ensuite, l'anglais, l'allemand, l'italien, le portugais, l'espagnol
et le japonais. Comme je l'ai mentionné, je peux aussi maintenir des conversations de base en mandarin, mais je ne me considère pas courante dans cette langue. Je fais encore trop d'erreurs grammaticales et mon vocabulaire est limité aux situations quotidiennes. Klaus resta silencieux pendant ce qui sembla être plusieurs minutes, mais n'était probablement que quelques secondes. Il prit son verre d'eau d'une main qui tremblait légèrement, but lentement, comme s'il avait besoin de temps pour réfléchir, et le reposa sur la table avec un soin exagéré. Ses yeux ne cessèrent jamais de la regarder, l'étudiant comme s'il la voyait pour la première fois comme une personne réelle et non comme un accessoire du restaurant. « Vous mentez !» dit-il finalement, mais sa voix manquait de conviction. C'était plus un espoir désespéré qu'une accusation réelle. « Je ne mens pas, monsieur Müller, mais je comprends votre scepticisme. C'est une affirmation inhabituelle pour quelqu'un dans ma position actuelle. Prouvez-le alors. » Le défi revint dans sa voix, mais il était maintenant mêlé à une curiosité sincère. « Si vous parlez vraiment toutes ces langues, prouvez-le maintenant. » Amélie aurait pu être offensée par le défi. Elle aurait pu sentir qu'on la mettait à l'épreuve comme un artiste de cirque exécutant des tours pour l'amusement du public. Elle aurait pu faire demi-tour et le laisser assis là avec son incrédulité et son arrogance blessée. Cela aurait été complètement justifiable. Mais elle savait que c'était le moment. Non pas seulement un moment, mais le moment. L'opportunité de prouver une fois pour toutes qu'elle était bien plus que ce qu'il avait imaginé, bien plus que ce que quiconque dans ce restaurant imaginait, bien plus que ce qu'elle-même s'était permis de croire pendant les 6 derniers mois à servir des tables et à cacher sa lumière sous des tonnes d'insécurité et de circonstances adverses. « Comment voulez-vous que je le prouve ?» demanda-t-elle toujours en allemand, gardant sa voix professionnelle, mais maintenant avec une touche de défi propre. Klaus prit son téléphone portable avec des mouvements rapides, presque frénétiques. Ses doigts volèrent sur l'écran pendant qu'il écrivait quelque chose. Il tourna l'appareil vers elle. « Sur l'écran, une frase en espagnol brillante. La perseverancia es la clave del éxito, incluso en los momentos más oscuros. Lisez ceci, ordonna-t-il, bien que son ton ait perdu son tranchant autoritaire et ressemblait plus à une supplique déguisée en ordre. À voix haute et traduisez-le. Amélie lut sans la moindre hésitation avec l'accent hispanique qu'elle avait perfectionné en écoutant d'innombrables touristes espagnols et latino-américains. La perseverancia es la clave del éxito, incluso en los momentos más oscuros. Puis elle ajouta en français. La persévérance est la clé du succès, même dans les moments les plus sombres. Klaus cligna des yeux. Ses doigts revinrent à l'écran. Cette fois, il écrivit quelque chose en italien. Il coraggio non è l'assenza di paura, ma la forza di andare avanti nonostante essa. Amélie le lut immédiatement avec la musicalité caractéristique de l'italienne. Il coraggio non è l'assenza di paura, ma la forza di andare avanti nonostante essa. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la force d'avancer malgré elle. Les mains de Klaus tremblaient visiblement maintenant, alors qu'il écrivait la phrase suivante. Japonais cette fois. Yukito wa shinjitsu o chanto mitsume, nanika o suru chikara de ari, kyofu ni mukau chikara de aru. Amélie le prononça avec la précision tonale que les japonais exigiait. Yukito wa shinjitsu o chanto mitsume, nanika o suru chikara de ari, kyofu ni mukau chikara de aru. Le courage est la force de l'homme et le pouvoir d'affronter l'adversité. Ele sai avec les português. A verdadeira força está em nunca desistir dos seus sonhos. A verdadeira força está em nunca desistir dos seus sonhos, luta Amélie. La véritable force est de ne jamais renoncer à ses rêves. Avec chaque langue qu'Amélie maîtrisait sans effort, le visage de Klaus se transformait. L'arrogance fondait comme de la cire sous le feu. L'incrédulité cédait la place à l'émerveillement et lentement, très lentement, quelque chose comme du respect commençait à apparaître dans ses yeux. Finalement, il laissa le téléphone sur la table avec un léger bruit sourd. Il s'adossa complètement à sa chaise, comme si toutes ses énergies l'avaient abandonné. Il regarda Amélie avec une expression complexe qui mélangeait admiration, honte et quelque chose qui pourrait être du remords, bien qu'il n'ait clairement pas l'habitude de ressentir cette émotion particulière. Le restaurant était plongé dans un silence complet. Même les bruits de la cuisine ne s'entendaient plus. C'était comme si toutes les personnes présentes retenaient collectivement leur souffle, attendant de voir ce qui allait se passer ensuite dans ce drame inattendu. « Mon Dieu !» murmura Klaus finalement en français, passant une main dans ses cheveux parfaitement coiffés, les ébouriffant pour la première fois. « C'est vrai, tout est vrai. » Amélie ne dit rien. Elle attendit simplement, maintenant sa posture professionnelle, son visage serein, bien qu'à l'intérieur, son cœur battait comme un tambour de guerre. « Comment ?» commença Klaus, puis s'arrêta, cherchant les mots justes.
Comment est-il possible qu'une serveuse parle 7 langues? Cela n'a aucun sens. Rien de tout cela n'a de sens. Et là était la question qu'Amélie attendait. La question qui lui donnerait l'opportunité de raconter son histoire, de lui montrer qui elle était vraiment, de lui faire comprendre l'ampleur de l'erreur qu'il avait commise en la jugeant. « Je n'étais pas serveuse avant, Monsieur Muller », dit Amélie, sa voix ferme, mais chargée d'émotions contenues. « Je travaillais au Grand Hôtel de la Paix comme réceptionniste. J'y suis resté 4 ans. J'ai appris ces langues parce que j'en avais besoin pour faire mon travail. J'étudiais à chaque moment libre, pendant mes pauses, après le travail, les week-ends. J'ai appris des clients, d'applications, de vidéos, de toutes ressources que je pouvais trouver. Et je suis ici à servir des tables parce que j'en ai aussi besoin. Parce que l'hôtel a fermé et parce que les emplois qui exigent ce que je sais exigent aussi des diplômes universitaires que je n'ai pas. Parce que la vie vous met parfois dans des endroits que vous n'avez pas choisis. Mais cela ne définit pas qui vous êtes ou ce que vous pouvez faire. » Le silence qui suivit ces mots était assourdissant. Klaus la regardait comme s'il la voyait pour la première fois comme un être humain complet, complexe, précieux. « Vous êtes complètement gaspillé ici, » dit-il finalement. Sa voix n'était qu'un murmure. Et à cet instant, Amélie sut que sa vie était sur le point de changer pour toujours. Klaus resta assis en silence pendant plusieurs secondes qui semblèrent s'étirer comme des heures. Amélie pouvait voir son esprit travailler, traiter, recalculer tout ce qu'il avait supposé à son sujet. Finalement, il prit sa serviette, s'essuya la bouche avec des mouvements lents et délibérés, et se leva. Le restaurant entier continuait d'observer. Personne ne prétendait plus ne pas faire attention. C'était comme si toutes les personnes présentes regardaient un film, et étaient arrivées au moment crucial où tout pouvait changer. Klaus sortit son portefeuille en cuir de la poche intérieure de son veston. Il l'ouvrit, et en retira plusieurs billets, beaucoup plus que nécessaire pour payer l'addition. Il les laissa sur la table avec soin, comme s'il déposait quelque chose de sacré. Pour la première fois depuis qu'il fréquentait le restaurant, il laissa un pourboire. Et ce n'était pas n'importe quel pourboire. Il était généreux, excessivement généreux. « Amélie », dit-il, utilisant son prénom pour la première fois. Elle sentit un frisson en l'entendant. Jusqu'à ce moment, pour lui, elle avait été mademoiselle, ou simplement un espace vide qui apportait de la nourriture. « C'est votre prénom, n'est-ce pas ?» Elle hocha la tête, désignant discrètement l'étiquette avec son nom qu'elle portait sur sa poitrine depuis le premier jour. « Oui, Monsieur Muller. Appelez-moi Klaus, » se corrigea-t-il. « Je crois qu'après ce qui vient de se passer, les formalités sont un peu ridicules, vous ne trouvez pas ?» Amélie ne répondit pas. Elle n'était pas sûre de vouloir cette familiarité avec quelqu'un qui, à peine quelques minutes auparavant, l'avait humiliée dans une langue qu'il croyait qu'elle ne comprenait pas. Klaus rangea son portefeuille, prit sa mallette et ses documents de la table, lissa son veston d'une main, un geste nerveux qu'Amélie remarqua. Lui, l'homme qui était entré dans le restaurant avec toute la confiance du monde, semblait maintenant inquiet, incertain de la marche à suivre. « Vous devriez chercher un meilleur emploi », dit-il finalement, la regardant droit dans les yeux. « Quelqu'un avec votre talent, avec vos compétences, ne devrait pas servir des tables. C'est un gaspillage criminel. » Les mots étaient aimables, mais Amélie ressentit une piqûre d'irritation. C'était facile pour lui de dire ça. Facile pour quelqu'un qui n'avait clairement jamais eu à se soucier de payer le loyer ou de choisir entre acheter de la nourriture ou payer l'électricité. Facile pour quelqu'un qui ne savait pas ce que c'était d'envoyer des centaines de CV et de ne recevoir que le silence ou des rejets polis. « Croyez-moi, Monsieur Klaus », se corrigea-t-elle. « S'il y avait un meilleur emploi disponible, je l'aurais déjà. Je ne suis pas ici par choix. Je suis ici par nécessité. » Klaus hocha lentement la tête, comme s'il commençait enfin à comprendre quelque chose de fondamental sur le monde qu'il avait ignoré toute sa vie. « Je sais, et j'ai quelque chose à vous proposer. » Amélie sentit son cœur s'accélérer. « Une proposition après tout ça. Mais pas ici, » continua Klaus, regardant autour du restaurant où des douzaines d'yeux continuaient de les observer. « Pas avec tout ce public. Je reviendrai demain, à la même heure. Et quand je le ferai, je veux vous parler calmement, sans spectateurs, sans pression, juste une conversation entre deux personnes. Ça vous va ?» Amélie ne savait pas quoi dire. Une partie d'elle voulait lui demander là, tout de suite, de quoi il s'agissait. Une autre partie, la partie prudente qui avait appris à ne pas faire confiance trop rapidement, lui disait d'attendre, d'écouter, de ne pas s'emballer trop tôt. « De quoi s'agit-il » demanda-t-elle finalement. Klaus sourit. Ce n'était pas le sourire arrogant d'avant, c'était quelque chose de plus sincère, de plus humain. « Demain, je vous le promets, mais je crois que cela pourrait être quelque chose qui vous intéresse, quelque chose qui pourrait utiliser ces compétences incroyables que vous avez cachées ici. » Cela dit,
Il marcha vers la sortie, mais lorsqu'il arriva à la porte, il s'arrêta, se tourna légèrement et la regarda par-dessus son épaule. « Hé, Amélie, je suis désolé pour ce que j'ai dit, tout ce que j'ai dit. Je n'ai aucune excuse. J'ai été un imbécile arrogant qui a fait des suppositions stupides. Je le regrette sincèrement. » Et il sortit du restaurant, laissant Amélie debout près de la table vide, tenant les billets dans sa main tremblante, sentant son cœur battre si fort qu'elle pouvait l'entendre dans ses oreilles. Le restaurant explosa immédiatement en murmures. Les conversations qui avaient été suspendues reprirent avec une intensité renouvelée. Mais maintenant, tout le monde parlait d'une seule chose, de ce qu'il venait de voir. Pierre courut pratiquement vers elle, les yeux brillants d'émotion. « Mon Dieu, Amélie, que s'est-il passé? Vous parlez 7 langues, 7 ?» Sa voix montait en volume à chaque mot. « Et ce type va vous offrir un emploi? Comment se fait-il que vous ne m'ayez jamais dit que vous parliez tant de langues ?» Claire apparut de l'autre côté, tout aussi excitée. « C'était incroyable. Vous l'avez laissé complètement sans voix. Vous auriez dû voir son visage quand vous avez commencé à parler allemand. J'ai cru qu'il allait s'évanouir. » Amélie regarda les billets dans sa main. Ils étaient suffisants pour payer ses factures en retard, suffisants pour acheter de la nourriture décente, suffisant pour respirer un peu plus tranquillement pendant au moins quelques semaines. « Je ne sais pas, Pierre, » répondit-elle honnêtement. « Je ne sais pas ce qui vient de se passer. Je ne sais pas s'il va vraiment revenir demain ou si c'était juste. Je ne sais pas ce que c'était. »« Il va revenir, » dit Pierre avec conviction. « J'ai vu comment il vous a regardé en sortant. Cet homme va revenir et je crois que votre vie est sur le point de changer, Amélie. » Le reste du service se passa dans une nébuleuse. Amélie servait les tables machinalement, son esprit ailleurs. Les autres clients la regardaient avec une nouvelle curiosité. Certains lui posèrent même des questions sur les langues qu'elle parlait. D'autres l'observaient simplement avec une admiration à peine dissimulée. Quand elle termina finalement son service et se changea dans le petit vestiaire du personnel, Amélie s'assit sur le banc et laissa échapper un soupir long et profond qu'elle avait retenu pendant des heures. Qu'avait-elle fait? Avait-elle pris la bonne décision en révélant ses compétences à Klaus ou venait-elle de commettre une erreur monumentale? Son téléphone vibra dans sa poche. Elle le sortit et vit un message d'un numéro inconnu. « Amélie, c'est Klaus Müller. Pierre m'a donné votre numéro. J'espère que cela ne vous dérange pas. Je voulais juste confirmer que demain à 14h je serai là. S'il vous plaît, donnez une chance à cette conversation. Je crois que nous avons tous les deux beaucoup à gagner. Et encore une fois, mes excuses pour mon comportement. Il n'y a aucune excuse pour la façon dont je vous ai traité. » KM Amélie lut le message 3 fois, puis 4. Ses doigts restèrent suspendus au-dessus du clavier, sans savoir quoi répondre. Finalement, elle écrivit « C'est d'accord, je serai là. À demain. » Elle envoya le message avant de pouvoir se rétracter. Cette nuit-là, Amélie ne put pas dormir une minute. Elle resta éveillée dans son lit, regardant le plafond taché d'humidité de son petit appartement, son esprit tournant à 1000 km/h. Que pouvait bien vouloir Klaus Müller? Cette proposition serait-elle réelle ou jouait-il simplement avec elle? Et si c'était un piège d'une sorte ou d'une autre? Et s'il voulait juste l'humilier d'une manière différente? Mais alors elle se souvint de l'expression sur son visage lorsqu'elle avait démontré ses compétences. Ce n'était pas de la moquerie, c'était de l'émerveillement sincère. Et cette excuse à la fin avait semblé sincère. Elle se leva du lit à 5 heures du matin, incapable de rester couchée. Elle se prépara un café léger, avec le peu qu'il lui restait. Elle s'assit près de la fenêtre et observa la ville s'éveiller lentement sous le ciel encore sombre. Les lumières commencèrent à s'allumer dans les bâtiments voisins. Des gens allant au travail, des gens vivant leur vie normale, des gens qui n'avaient aucune idée que dans ce petit appartement, une femme était sur le point de prendre une décision qui pourrait tout changer. Amélie pensa à sa mère, qui était morte 5 ans auparavant, sans avoir vu tout ce que sa fille avait accompli. Elle pensa à son père, qui avait disparu de leur vie quand elle avait 10 ans. Elle pensa à tous les moments où elle avait voulu abandonner, quand apprendre une nouvelle langue semblait impossible, quand les mots se mélangeaient dans sa tête et qu'elle voulait jeter le téléphone contre le mur, mais elle n'avait pas abandonné. Elle n'avait jamais abandonné, et elle n'allait pas commencer maintenant. Elle prit son téléphone et ouvrit son application d'allemand. L'écran affichait toujours « Série de 347 jours complétés, niveau Köln ». Elle sourit légèrement. Peut-être que tout cet effort aurait finalement un but plus grand. La journée passa dans un état d'anxiété contrôlée. Elle se doucha. Elle se prépara avec plus de soin que d'habitude. Elle choisit son meilleur uniforme, celui qui n'avait aucune tache ni usure visible. Elle se coiffa avec une attention particulière, s'assurant que chaque mèche était à sa place.
Elle arriva au restaurant 1 heure avant son service. Pierre l'accueillit avec un sourire énorme. « Prête pour ton grand moment ?»« Je ne sais pas si je suis prête, » admit Amélie. « Je ne sais même pas à quoi m'attendre. Écoute-le simplement. Écoute ce qu'il a à dire, et ensuite tu décides. Mais Amélie, ne laisse pas la peur te faire dire non avant même de savoir ce qu'il t'offre. » Elle hocha la tête, appréciant le conseil, bien que son estomac soit toujours noué. 14 heures arriva avec une lenteur agonisante. Amélie avait surveillé la porte comme un faucon, son cœur faisant un bond chaque fois qu'elle s'ouvrait, pour n'être déçue que lorsqu'une autre personne entrait. Et alors, exactement à 14 heures, Klaus Müller entra par la porte, mais cette fois, c'était différent. Il ne parlait pas au téléphone. Il ne gesticulait pas avec arrogance. Il ne marchait pas comme s'il était propriétaire de l'endroit. Il marchait d'un pas mesuré, presque humble. Il portait le même type de costume cher, mais quelque chose dans son langage corporel était complètement différent. Ses yeux cherchèrent immédiatement Amélie. Quand il la trouva, il sourit. Ce n'était pas le sourire condescendant d'avant, c'était chaleureux, sincère, presque nerveux. Il marcha directement vers elle. « Bonjour Amélie, merci de me donner cette opportunité. »« Bonjour Klaus » répondit-elle, sa voix plus ferme qu'elle ne le ressentait. « Vous avez dit que vous aviez une proposition. »« Oui, pouvons-nous nous asseoir ?» Il désigna une table dans le coin, loin du bruit principal du restaurant. « Cela va prendre un peu de temps et je veux que vous compreniez exactement de quoi il s'agit. » Amélie regarda Pierre, qui hocha la tête, lui donnant la permission. Ils se dirigèrent vers la table du coin et s'assirent l'un en face de l'autre. Klaus posa sa mallette sur la table, l'ouvrit et en sortit un dossier. Mais avant de l'ouvrir, il le laissa de côté et regarda directement Amélie. « Avant de parler affaires, j'ai besoin de dire quelque chose. » Commença-t-il. « Hier, je suis parti d'ici complètement embarrassé, non seulement pour avoir été découvert en train de mal parler de vous, mais pour me rendre compte à quel point j'avais été aveugle. J'ai fait des suppositions basées sur rien d'autre que des préjugés et de l'arrogance. Je vous ai jugé par votre emploi actuel, sans considérer qui vous étiez vraiment ou ce que vous aviez accompli. Et cela en dit plus sur mes propres lacunes en tant que personne que sur vous. » Amélie écouta en silence. Les mots semblaient sincères, mais il y avait toujours une partie d'elle qui restait prudente. « J'apprécie les excuses, » dit-elle finalement. « Mais vous n'êtes pas venu ici seulement pour vous excuser à nouveau, n'est-ce pas ?» Klaus sourit légèrement. « Non, vous avez raison. Je suis venu ici parce que je crois que je peux vous offrir quelque chose. Et franchement, parce que je crois que vous pouvez m'offrir quelque chose dont j'ai désespérément besoin. » Il ouvrit le dossier et sortit quelques documents. « J'ai une société de conseil internationale, Richter, associé. Nous travaillons avec des clients du monde entier, Europe, Asie, Amérique. Nous aidons les entreprises à se développer sur de nouveaux marchés, à établir des opérations dans différents pays, à naviguer dans les complexités des affaires à l'échelle mondiale. » Il fit une pause, organisant ses pensées. « Le problème est que mon assistante exécutive, la personne qui gérait toutes mes communications internationales, toutes mes traductions, toutes mes coordinations avec des clients étrangers, a démissionné il y a 3 semaines. Elle est partie travailler pour la concurrence, me laissant dans une situation terrible. J'ai des réunions prévues avec des clients japonais, allemands, italiens. J'ai des contrats qui doivent être traduits. J'ai des appels qui nécessitent une interprétation en temps réel. Et jusqu'à hier, je n'avais absolument aucune idée de comment j'allais résoudre ce problème. » Il regarda Amélie avec une intensité qui la rendit à la fois mal à l'aise et intriguée. « Et puis je suis entré dans ce restaurant il y a 1 semaine et j'ai trouvé exactement ce dont j'avais besoin, sauf que j'ai été trop stupide et arrogant pour m'en rendre compte jusqu'à ce que vous me le montriez de la manière la plus percutante possible. » Amélie sentit son cœur s'accélérer. « Que proposez-vous exactement ?» Klaus se pencha en avant. « Je veux vous offrir le poste d'assistante exécutive dans mon entreprise. Salaire initial de 3 fois ce que vous gagnez ici. Avantages sociaux complets. Bureau privé et le plus important, l'opportunité d'utiliser chacune de ces langues que vous avez travaillé si dur pour apprendre. » Amélie haleta. Elle sentit littéralement l'air quitter ses poumons. 3 fois. Elle pouvait à peine former les mots. 3 fois votre salaire actuel, confirma Klaus. Plus des primes basées sur la performance. Mais j'ai besoin d'être honnête avec vous, Amélie. Ce n'est pas un travail facile. Les heures peuvent être longues. Les clients peuvent être exigeants. Il y aura des voyages occasionnels. Il y aura de la pression. Il y aura des moments où vous vous demanderez si cela en vaut la peine. Il fit une pause significative. Mais il y aura aussi de la croissance, de l'apprentissage, des opportunités, et finalement,
Vous ferez quelque chose qui utilise réellement tout ce dont vous êtes capable. 90 signed, 90 signed, 90 signed. Amélie resta silencieuse pendant plusieurs secondes, son esprit courant à des vitesses impossibles, 3 fois son salaire. Cela signifiait pouvoir payer ses dettes, pouvoir respirer, pouvoir vivre au lieu de seulement survivre. « Pourquoi moi ?» demanda-t-elle finalement. « Vous pourriez embaucher quelqu'un avec un diplôme universitaire, quelqu'un avec une expérience corporative formelle. Pourquoi une serveuse sans aucune de ces références ?» Klaus sourit. « Parce qu'hier j'ai vu quelque chose qu'aucun diplôme universitaire ne peut enseigner. J'ai vu quelqu'un qui a eu la discipline d'apprendre 7 langues par elle-même. J'ai vu quelqu'un qui a gardé son sang-froid et son professionnalisme même lorsqu'elle était activement humiliée. J'ai vu quelqu'un avec une force intérieure qui ne s'apprend dans aucune école de commerce. Et honnêtement, Amélie, après avoir travaillé avec des douzaines d'assistantes, avec des diplômes impressionnants et une expérience étendue, je peux vous dire qu'aucune de ces choses ne garantit que quelqu'un soit bon au travail. » Il s'adossa à sa chaise. « Mais il y a une condition, une exigence avant que cela ne soit officiel. » Amélie sentit son estomac se contracter. « Laquelle ? J'ai besoin de vous voir en action. Un véritable test. J'ai une réunion cruciale avec un client japonais prévue pour ce vendredi. C'est un contrat important. Si je le perds, mon entreprise est en grave difficulté. J'ai besoin que vous veniez à cette réunion, que vous preniez des notes de tout ce qui est discuté, que vous m'aidiez à communiquer efficacement et qu'ensuite, vous me fournissiez un rapport complet de tout ce qui a été convenu. » Ses yeux se plantèrent dans les siens. « Si vous pouvez faire cela, si vous pouvez démontrer que vous pouvez réellement gérer la pression d'une véritable réunion d'affaires de haut niveau, alors le poste est à vous. Contrat signé le jour même. Que dites-vous » Amélie sentit des milliers d'émotions se battre en elle. Peur, excitation, doute, espoir. C'était trop beau pour être vrai. Il devait y avoir une ruse, un piège, quelque chose. « Et si j'échoue au test ?» demanda-t-elle à voix basse. « Alors ce n'est pas grave, » répondit Klaus. « Je vous remercie pour votre temps. Je vous paie pour les heures que vous investirez à vous préparer et à assister à la réunion. Et nous continuons tous les deux notre vie, sans rancune, sans conséquences négatives. » Cela semblait trop beau, trop parfait. Mais Amélie pensa à ces 6 mois à servir des tables. Elle pensa aux factures qu'elle ne pouvait pas payer. Elle pensa à toutes ces langues qu'elle avait apprises et qui rouillaient dans son cerveau faute d'utilisation. Elle pensa au grand hôtel de la paix et à quel point elle avait aimé ce travail avant qu'il ne ferme, et elle pensa aux mots que Klaus avait dit en allemand à peine la veille. Des gens comme elle n'accomplissent jamais rien dans la vie. Elle leva les yeux et le regarda directement. « J'accepte. » Les 3 jours qui séparaient Amélie de la réunion avec les clients japonais furent les plus intenses de sa vie. Klaus lui avait envoyé par courrier électronique tout le matériel qu'elle devait étudier, des informations sur l'entreprise japonaise, des termes techniques de l'industrie, le contexte du contrat qu'il négociait, même des enregistrements de conversations précédentes pour qu'elle se familiarise avec les accents spécifiques des cadres. Amélie ne dormit pas plus de 4 heures chaque nuit. Après avoir terminé ses services au restaurant, car elle ne pouvait pas se permettre de démissionner avant d'avoir quelque chose de sûr, elle arrivait à son appartement et étudiait jusqu'à ce que les lettres dansent devant ses yeux. Elle révisait le vocabulaire technique en japonais, pratiquait des phrases d'affaires, mémorisait les noms des cadres et leurs postes dans l'entreprise. Pierre avait été incroyablement compréhensif. Il lui avait donné les services les plus courts, les tables les plus faciles, tout pour lui donner plus de temps de préparation. « C'est ton opportunité », lui avait-il dit. « Ne la gaspille pas en t'inquiétant pour cet endroit. Nous nous en sortirons sans toi. » Le jeudi soir, Amélie était si nerveuse qu'elle pouvait à peine tenir sa tasse de café dans ses mains sans qu'elle ne tremble. Elle avait essayé 5 fois le seul costume formel qu'elle avait, acheté d'occasion des années auparavant pour des entretiens d'embauche qui n'avaient jamais abouti à rien. Il était un peu serré, un peu usé au coude, mais c'était le meilleur qu'elle avait. Son téléphone sonna. C'était un message de Klaus. Demain à 10 h au bureau de Richter associé. Adresse Havre. Deschamps, Élysée 4567, 12e étage. Les clients arriveront à 10h30. Je vous envoie de l'argent pour un taxi. Je ne veux pas que vous arriviez stressé par les transports en commun. J'ai confiance en vous. KM quelques secondes plus tard, une notification de virement bancaire arriva. Assez pour le taxi et un peu plus. Amélie sentit quelque chose se serrer dans sa gorge. Personne n'avait eu confiance en elle de cette manière depuis longtemps. Elle répondit « Merci, je serai là ». Le vendredi se leva avec un ciel gris qui menaçait la pluie. Amélie se réveilla à 6 h du matin après à peine 2 heures de sommeil agité. Elle se doucha à l'eau presque froide,
parce que le chauffe-eau de l'immeuble avait décidé d'arrêter de fonctionner précisément ce jour-là. Elle s'habilla avec soin, vérifiant chaque détail 3 fois. Elle se maquilla légèrement, juste assez pour avoir l'air professionnel, mais pas trop. Elle ramassa ses cheveux en un chignon élégant. À 9h15, elle appela un taxi. Le chauffeur était un homme plus âgé qui essaya d'engager la conversation, mais Amélie pouvait à peine répondre par des monosyllabes. Son esprit était complètement concentré sur ce qui allait arriver. L'immeuble de Richter, associé, était impressionnant. Vert et acier, moderne, intimidant. Amélie paya le taxi avec des mains tremblantes et entra dans le hall. Le gardien de sécurité la dirigea vers les ascenseurs après avoir vérifié son nom sur une liste 12 étages. Les portes s'ouvrirent, révélant une réception élégante. Sols en marbre, meubles de design, vue panoramique sur la ville. Une jeune réceptionniste parfaitement apprêtée l'accueillit avec un sourire professionnel. « Amélie Dubois ? Oui ? Monsieur Müller vous attend par ici, s'il vous plaît. » Elle la conduisit par un couloir avec des bureaux des 2 côtés, des employés travaillant sur des ordinateurs, parlant au téléphone dans différentes langues. Amélie capta des fragments d'anglais, d'allemand, d'italien. C'était exactement le genre d'environnement dans lequel elle avait rêvé de travailler. La réceptionniste s'arrêta devant une porte en verre dépoli avec le nom Klaus Müller, directeur général, gravé en lettres élégantes. Elle frappa doucement et ouvrit. « Monsieur Müller, mademoiselle Dubois est arrivée. » Klaus était debout près d'une grande table de conférence organisant des documents. Quand il leva les yeux, il sourit avec une sincère chaleur. « Amélie, excellent. Vous arrivez tôt. C'est bien. » Il portait un costume gris foncé impeccable, chemise blanche, cravate bleue marine. Il ressemblait exactement à ce qu'il était, un entrepreneur prospère dans son élément. Mais quelque chose dans son expression était différent de quand elle l'avait rencontré au restaurant. Il y avait moins d'arrogance, plus d'humanité. « Merci pour l'opportunité, » dit Amélie, essayant de garder sa voix ferme. « Merci à vous d'avoir accepté avec si peu de temps de préparation, » répondit Klaus en s'approchant. « Comment vous sentez-vous ? » « Nerveuse, » admit-elle honnêtement, mais préparée. Klaus hocha la tête avec appréciation. « L'honnêteté est bonne, bien meilleure que la fausse confiance. Venez, je vais vous montrer où vous serez assise. » Il la guida vers la table de conférence. Elle était en bois foncé et poli, entourée de chaises en cuir. Il y avait un ordinateur portable fermé sur l'un des sièges. « Ceci sera votre place, » expliqua Klaus, désignant la chaise à sa droite. « Les cadres japonais s'assiéront en face de nous. Ils sont 3. Monsieur Takahashi, qui est le PDG, Madame Yamamoto, directrice des opérations, et Monsieur Sato, qui est leur conseiller juridique. Je vous ai déjà envoyé leurs photos et profils par email. » Amélie hocha la tête. Elle les avait mémorisés. « Votre travail est relativement simple en théorie, mais il exige une concentration absolue dans la pratique, » continua Klaus. « J'ai besoin que vous preniez des notes de tout ce qui est discuté. Chaque détail, chaque chiffre, chaque condition qu'il mentionne. J'ai aussi besoin que vous m'aidiez lorsqu'il y a des barrières de communication. Mon japonais est basique, suffisant pour les salutations et les courtoisies, mais pas pour les négociations techniques complexes. » Il fit une pause en la regardant sérieusement. « Et le plus important, après la réunion, j'ai besoin d'un rapport complet en français, clair, concis, sans omettre quoi que ce soit de pertinent. Ce rapport sera la base des décisions que je prendrai sur ce contrat. Comprenez-vous la responsabilité ? » « Je la comprends, » répondit Amélie, sentant le poids de ses paroles. « Bien, maintenant, avez-vous des questions avant qu'il n'arrive ?» Amélie réfléchit un instant. « Quel est le principal point de conflit dans cette négociation ? Qu'est-ce qui vous inquiète le plus ?» Klaus parut impressionné par la question. Intelligent. Le prix. Ils veulent réduire le coût du contrat de 15%. J'ai besoin de le maintenir à au moins 10% de réduction au maximum pour que le projet reste rentable. Il y a aussi des préoccupations concernant les délais de livraison. Ils veulent 6 mois. J'en ai besoin de 8. Ce sont les 2 points critiques. Amélie hocha la tête, mémorisant l'information. Le téléphone du bureau sonna. Klaus répondit. « Oui, parfait. Merci. Qu'il monte. » Il raccrocha et regarda Amélie. Ils sont arrivés. Ils sont à la réception. Respirez profondément. Vous pouvez le faire. Amélie ferma les yeux pendant une seconde, inspira profondément et expira lentement. Quand elle les rouvrit, son expression était d'un calme professionnel. Elle était prête. La porte s'ouvrit et la réceptionniste introduisit les 3 cadres japonais. Monsieur Takahashi entra le premier. C'était un homme d'une 60aine d'années, cheveux complètement gris, lunettes à monture métallique, costume noir impeccable. Il émanait une autorité tranquille. Derrière lui venait Madame Yamamoto,
d'environ 45 ans, avec un tailleur-jupe bleu marine et une expression sérieuse mais pas désagréable. Et enfin Monsieur Sato, plus jeune, peut être 35 ans, avec une mallette en cuir et un ordinateur portable sous le bras. Klaus s'avança avec un sourire chaleureux. « Takahashi-san, Yamamoto-san, Sato-san, bienvenue. C'est un honneur de vous recevoir. » Il fit une légère révérence, le geste de respect approprié dans la culture japonaise. Les cadres rendirent la révérence avec une précision calibrée selon leur position hiérarchique respective. Puis Klaus désigna Amélie. « Permettez-moi de vous présenter mademoiselle Amélie Dubois, mon assistante exécutive. Elle nous soutiendra pendant la réunion d'aujourd'hui. » Les trois cadres se tournèrent vers Amélie. Elle s'inclina dans une révérence parfaitement exécutée. Pas trop profonde, ce qui aurait été excessif pour sa position, mais suffisamment respectueuse. « Hajime mashite. Watashi wa Amélie Dubois desu. Yoroshiku onegeshimasu, dit-elle en japonais parfait. C'est un plaisir de vous rencontrer. Je suis Amélie Dubois. S'il vous plaît, soyez aimable avec moi. » Les trois cadres clignèrent des yeux, surpris. Monsieur Takahashi sourit légèrement. La première trace de chaleur dans son expression. « Nihongo gajo ozu desun » répondit-il. « Vous parlez très bien le japonais. »« Arigato gozaimasu » répondit Amélie modestement. « Madamada benkyushu desu » Merci beaucoup. Je suis encore en train d'étudier. La réponse humble, culturellement appropriée, sembla gagner encore plus d'approbation. Madame Yamamoto échangea un regard avec Monsieur Takahashi, clairement impressionné. Klaus observait la scène avec une expression de soulagement à peine contenue. Il n'avait pas prévu qu'Amélie maîtrise même les subtilités culturelles de l'interaction japonaise. « S'il vous plaît, asseyez-vous » invita Klaus en anglais, désignant les chaises en face de la table. « Voulez-vous du thé ou du café avant de commencer ?»« Osha ga onegashimasu » dit Monsieur Takahashi. « Du thé, s'il vous plaît. » Klaus regarda Amélie légèrement perdue. Elle se leva immédiatement. « Bien sûr. Du thé vert, est-ce que ça va ?» demanda-t-elle en japonais. « Hai, sors de Keko. » Hocha la tête Takahashi. « Oui, ça ira. » Amélie sortit rapidement et revint 2 minutes plus tard avec un plateau préparé par la réceptionniste. Du thé vert pour les 3 cadres japonais. Du café pour Klaus. Elle le servit avec soin, utilisant les 2 mains en livrant chaque tasse, un autre détail culturel approprié. Une fois que tout le monde fut installé, la réunion commença formellement. Monsieur Takahashi ouvrit avec des commentaires introductifs en japonais, parlant de l'importance de la relation entre les 2 entreprises et de leur espoir de parvenir à un accord mutuellement bénéfique. Amélie prenait des notes rapides sur son ordinateur portable, ses doigts volant sur le clavier. Klaus observait, essayant de capter ce qu'il pouvait, mais perdant clairement des détails. Alors, Madame Yamamoto commença à parler des termes spécifiques du contrat. Elle parlait vite en utilisant une terminologie technique complexe. Amélie vit Klaus se crisper légèrement. « Excusez-moi » interrompit Amélie poliment en japonais. « Pourriez-vous parler un peu plus lentement dans les sections techniques ? Je veux m'assurer de saisir tous les détails correctement pour Monsieur Müller. » Madame Yamamoto hocha la tête avec compréhension et réduisit sa vitesse. Elle continua d'expliquer les préoccupations de son entreprise concernant les délais. Après environ 5 minutes, Amélie se tourna vers Klaus et lui résuma en français à voix basse. Ils sont préoccupés par les délais de livraison. Ils pensent que 8 mois est trop long compte tenu du rythme du marché actuel. Ils ont besoin du produit prêt en 6 mois maximum pour se coordonner avec leur propre lancement au Japon. Si cela ne peut pas être en 6 mois, ils devraient chercher un autre fournisseur. Klaus hocha la tête, traitant l'information. Il répondit en anglais s'adressant au cadre. « Je comprends l'inquiétude concernant le temps. Puis-je expliquer pourquoi nous avons besoin de 8 mois ?» Amélie traduisit en japonais. Les cadres hochèrent la tête, lui indiquant de continuer. La réunion se poursuivit ainsi pendant près de 2 heures. Une danse complexe de négociations où Amélie servait de pont non seulement linguistique, mais culturel entre les 2 parties. Elle traduisait non seulement les mots, mais les intentions derrière eux. Elle adoucissait des expressions qui pourraient sembler trop directes ou conflictuelles. Elle clarifiait les malentendus avant qu'ils ne deviennent des problèmes. Il y eut un moment particulièrement tendu lorsque M. Sato, le conseiller juridique, souleva des objections sur une clause spécifique du contrat. Il parla rapidement, avec une frustration évidente dans son ton. Klaus ne comprit rien et regarda Amélie avec inquiétude. Elle écouta attentivement jusqu'à ce que Sato ait terminé, puis se tourna vers Klaus. Il a des problèmes avec la clause de pénalité pour retard. Il dit que les termes sont trop sévères pour leur entreprise et qu'ils doivent être renégociés. Spécifiquement,
Il mentionne qu'une pénalité de 5% pour chaque semaine de retard pourrait les ruiner si un problème inattendu survient. Il demande qu'elle soit réduite à 2% et qu'il y ait une période de grâce de 2 semaines. Klaus réfléchit attentivement. Demandez-leur s'ils seraient disposés à accepter 3% avec une période de grâce d'1 semaine. The Zanama Nalestant Fears, Faistant Eco, from eine Blath. Amélie traduisit la contre-offre en japonais. Les 3 cadres se regardèrent, eurent une brève consultation à voix basse, et finalement M. Takahashi hocha la tête. Sore wa ukeiraremasu, dit-il. C'est acceptable. Et ainsi continua l'échange, point par point, objection par objection, compromis par compromis. Amélie ne perdit jamais le fil, ne se confondit jamais, ne laissa jamais rien d'important se perdre dans la traduction. Finalement, après 2 heures et demie, M. Takahashi s'adossa à sa chaise et sourit. « Je crois que nous sommes parvenus à un accord qui convient aux 2 parties. » Tout le monde dans la salle se détendit visiblement. Lorsque les cadres japonais partirent, Klaus ferma la porte du bureau et s'effondra dans sa chaise avec un soupir profond. « Mon Dieu, Amélie, c'était incroyable. » Amélie était toujours assise devant son ordinateur portable, révisant ses notes. Son cœur battait toujours vite à cause de l'adrénaline de la réunion. « Vraiment ?» demanda-t-elle, n'osant pas le croire complètement. « Je n'ai fait aucune erreur ?» Klaus rit en passant ses mains dans ses cheveux. « Erreur, Amélie. Vous venez de sauver un contrat de 2 millions d'euros. Vous n'avez pas seulement traduit, vous avez médiatisé. Vous avez adouci des tensions que je n'ai même pas remarquées. Et ce détail culturel avec le thé et les révérences. » Takahashi était impressionné dès la première minute. Il se leva et marcha vers la fenêtre, regardant la ville. « J'ai travaillé avec des traducteurs professionnels qui coûtent des fortunes, et aucun n'a fait ce que vous avez fait aujourd'hui. Aucun n'a compris le contexte émotionnel derrière les mots. Aucun n'a anticipé les problèmes avant qu'ils n'explosent. » Amélie sentit quelque chose de chaud s'étendre dans sa poitrine. Fierté, reconnaissance, validation. « J'ai encore besoin d'écrire le rapport, » dit-elle, revenant à son ordinateur portable. « Prenez votre temps, utilisez ce bureau autant que vous en avez besoin. Je dois passer quelques appels, mais je ne serai pas loin. » Klaus sortit, la laissant seule. Amélie respira profondément et commença à écrire. Ses doigts volèrent sur le clavier, transcrivant tout ce qu'elle avait capté. Chaque chiffre, chaque condition, chaque préoccupation exprimée par les 2 parties. 2 heures plus tard, elle avait un document de 8 pages, clair, organisé, complet. Elle le révisa 3 fois avant de l'envoyer à Klaus par courrier électronique. Son téléphone vibra immédiatement. C'était un message de lui. « Venez à mon bureau, s'il vous plaît. » Amélie se leva, lissa sa jupe et marcha dans le couloir. Elle frappa à la porte. « Entrez !» Elle entra. Klaus était assis derrière son bureau, lisant le rapport sur son ordinateur. Quand il la vit, il désigna la chaise en face de lui. « Asseyez-vous. » Elle obéit, se sentant soudain nerveuse. Son expression était sérieuse, impossible à déchiffrer. Klaus termina de lire, ferma l'ordinateur portable et la regarda directement. « Ce rapport est parfait, absolument parfait. Vous avez capturé des choses que je n'ai même pas remarquées pendant la réunion. Vous avez inclus le contexte, les nuances, même les expressions faciales des cadres lorsque nous avons discuté de certains points. » Il fit une pause. « Amélie, vous avez réussi le test avec brio. Le poste est à vous si vous le voulez toujours. » Le cœur d'Amélie s'arrêta. Puis il commença à battre si fort qu'elle était sûre qu'il pouvait l'entendre. « Vous êtes sérieux ? Complètement sérieux. » Klaus ouvrit un tiroir de son bureau et en sortit un épais dossier. « Voici votre contrat. Salaire que nous avons discuté. Avantages sociaux complets, congés payés, primes de performance. Vous commencez lundi si vous acceptez. Vous aurez votre propre bureau, votre propre ordinateur, accès à tous nos systèmes. » Il fit glisser le dossier vers elle. « Prenez le week-end pour le lire. Mais, Amélie, je veux être complètement honnête avec vous. Ce travail ne sera pas facile. Il y aura des journées de 12 heures. Il y aura des clients difficiles. Il y aura du stress. Mais il y aura aussi de la croissance, des opportunités. Et finalement, la reconnaissance que vous méritez. » Amélie prit le dossier avec des mains tremblantes, l'ouvrit et vit son nom sur la première page. Contrat de travail. Amélie Dubois, assistante exécutive. Les larmes commencèrent à lui piquer les yeux. Elle cligna rapidement des yeux, essayant de les retenir. « Je ne sais pas quoi dire. »« Dites oui, » répondit Klaus, avec un sourire. « Dites que vous allez saisir cette opportunité et que vous allez montrer au monde ce dont vous êtes capable. » Amélie le regarda. Cet homme qui, 1 semaine auparavant, l'avait humiliée en allemand, pensant qu'elle ne comprendrait pas.
Cet homme qui avait supposé qu'elle n'était qu'une autre serveuse sans ambition ni rêve, la regardait maintenant avec un respect sincère, avec de l'admiration même. « Il y a quelque chose que j'ai besoin de vous dire d'abord », dit Amélie à voix basse. Klaus se pencha en avant. « Je vous écoute. Quand vous êtes entré dans le restaurant cette première fois et que vous avez parlé en allemand, ça m'a fait mal. Non seulement les mots, mais ce qu'ils représentaient. Toute ma vie, les gens m'ont sous-estimé à cause de mon travail, de mon manque de diplôme universitaire, de mon apparence. Et chaque fois que cela arrive, ça fait un peu plus mal. » Elle fit une pause, organisant ses pensées. « Mais cela m'a aussi appris quelque chose. Cela m'a appris que je ne peux pas attendre que les autres voient ma valeur. Je dois la leur montrer. Je dois arrêter de me cacher derrière la peur du rejet et commencer à me battre pour ce que je mérite. » Elle regarda directement Klaus. « Alors oui, j'accepte ce poste, mais pas parce que j'ai besoin de votre approbation ou parce que j'ai besoin que quelqu'un me sauve. Je l'accepte parce que c'est ce que je mérite, parce que j'ai travaillé dur pendant des années pour arriver à ce moment et parce que je suis enfin prête à cesser d'être invisible. » Klaus sourit largement. « C'est exactement l'attitude dont j'ai besoin dans mon équipe. Bienvenue chez Richter, associé, Amélie. » Il tendit sa main. Elle la serra fermement. « Merci. Je ne vous décevrai pas. Je le sais. » Amélie se leva, rangea le contrat dans son sac et se dirigea vers la porte. Mais avant de sortir, elle se retourna. « Klaus, une dernière chose. Oui, ne me sous-estimez plus jamais, ni personne d'autre. La prochaine personne que vous humiliez pourrait avoir des compétences que vous n'imaginez même pas, et vous pourriez perdre quelque chose de précieux simplement par arrogance. » Klaus hocha lentement la tête. « Vous avez absolument raison. C'est une leçon que je n'oublierai pas. » Amélie sortit de l'immeuble et marcha dans la rue avec le contrat serré contre sa poitrine. Le ciel gris du matin s'était éclairci, et maintenant, le soleil brillait intensément. La ville semblait différente, plus lumineuse, pleine de possibilités. Elle sortit son téléphone et appela Pierre. « Amélie, comment ça s'est passé ? » « J'ai eu le poste, Pierre. Je l'ai eu. » De l'autre côté, elle entendit un cri de joie. « Je le savais. Je savais que tu y arriverais. Quand commences-tu ? » « Lundi. J'ai besoin de parler avec toi de ma démission du restaurant. Ne t'inquiète pas pour ça. Considérez ça comme réglé. Va, célèbre. Tu le mérites. » Amélie raccrocha et continua de marcher sans but précis, laissant la réalité de ce qui venait de se passer l'inonder complètement. Sa vie avait changé. En une semaine, tout avait changé, et cette fois, c'était elle qui avait fait en sorte que cela se produise. 6 mois s'étaient écoulés depuis qu'Amélie avait franchi pour la première fois les portes de Richter, associée en tant qu'employée. 6 mois qui ressemblaient à 6 ans de croissance compressés en une demi-année d'intensité absolue. Son bureau était petit, mais à elle. Fenêtre avec vue sur la ville, bureau en bois, ordinateur de dernière génération et une plaque sur la porte qui disait « Amélie Dubois, assistante exécutive senior ». Le titre avait changé après le 3e mois, lorsque Klaus reconnut que son travail allait bien au-delà des fonctions d'une assistante régulière. Elle coordonnait des réunions internationales, négociait des contrats, gérait des relations avec des clients de 5 continents différents. Elle avait voyagé à Tokyo 2 fois, à Berlin 1 fois, à Paris pour une conférence importante. Son appartement n'avait plus de murs écaillés ni de meubles cassés. Elle avait payé toutes ses dettes. Elle avait commencé à économiser. Elle avait même envoyé de l'argent à sa tante à la campagne, la seule famille qui lui restait. Mais le succès n'avait pas été facile. Klaus avait eu raison à ce sujet. Il y avait eu des journées de 14 heures, des nuits où elle restait jusqu'à 23 heures à résoudre des crises de dernière minute. Des clients exigeants qui la faisaient douter d'elle-même. Des moments où le syndrome de l'imposteur lui murmurait à l'oreille qu'elle ne méritait pas d'être là. Mais chaque fois que cette voix apparaissait, Amélie se souvenait d'où elle venait. Elle se souvenait du restaurant. Elle se souvenait des humiliations. Elle se souvenait de la sensation d'être invisible. Et elle utilisait ses souvenirs comme carburant pour continuer. Un mardi après-midi, Klaus frappa à la porte de son bureau. « Vous avez 1 minute ?»« Toujours », répondit Amélie en sauvegardant le document sur lequel elle travaillait. Klaus entra et ferma la porte derrière lui. Son expression était sérieuse, ce qui mit immédiatement Amélie en alerte. En 6 mois, elle avait appris à lire ses expressions. Il ne s'agissait pas de travail de routine. « J'ai besoin de vous parler de quelque chose d'important », commença-t-il, en s'asseyant sur la chaise en face de son bureau. « Quelque chose qui pourrait changer votre position dans l'entreprise. » Le cœur d'Amélie s'accéléra. Que se passe-t-il? Klaus respira profondément. « L'entreprise croît plus vite que je ne l'avais prévu.
Les contrats que vous avez aidé à conclure, les relations que vous avez construites avec nos clients internationaux, nous sommes en pleine expansion, et j'ai besoin d'aide pour tout gérer. Il fit une pause, cherchant les mots justes. Je veux ouvrir un département complètement nouveau, services linguistiques et conseils culturels, un département dédié spécifiquement à aider nos clients à naviguer dans les complexités des affaires à travers les frontières culturelles et linguistiques. Amélie écoutait attentivement, ne sachant pas où cela allait la mener. « Et je veux que vous le dirigiez », dit Klaus finalement. « En tant que directrice du département, votre propre équipe, votre propre budget, autonomie complète pour le construire comme vous l'entendez. » Amélie resta sans voix. Elle ne pouvait littéralement pas former une réponse cohérente. « Directrice », réussit-elle finalement à dire. « Klaus, je n'ai même pas de diplôme universitaire. »« Vous n'en avez pas besoin », répondit-il fermement. « Vous avez quelque chose de beaucoup plus précieux, une expérience réelle, des compétences éprouvées et la confiance de nos clients les plus importants. Les Japonais ont spécifiquement demandé à travailler avec vous sur de futurs projets. Les Allemands ont été impressionnés par votre gestion de leurs préoccupations culturelles. Les Français, eh bien, vous savez à quel point ils sont exigeants et ils vous adorent. » Il se pencha en avant. « Amélie, pendant 6 mois, je vous ai vu faire des choses que des personnes avec des doctorats ne peuvent pas faire. Vous avez démontré du leadership, de l'intelligence émotionnelle, de l'adaptabilité. Ce sont les qualités qui définissent un grand directeur, pas un morceau de papier d'une université. » Amélie sentit des larmes s'accumuler dans ses yeux. Cette fois, elle n'essaya pas de les retenir. « Je ne sais pas quoi dire. Dites oui. Dites que vous allez construire ce département et en faire quelque chose d'extraordinaire. » Amélie pensa à tout le chemin qu'elle avait parcouru, depuis l'hôtel qui avait fermé, la laissant sans rien, jusqu'au restaurant où elle avait servi des tables pendant que ses compétences rouillaient. Jusqu'à ce jour, où Klaus Müller était entré, et l'avait humiliée sans savoir qu'elle comprenait chaque mot. Tout avait mené à ce moment. « Oui, dit-elle finalement, sa voix ferme malgré les larmes. « Oui, j'accepte. » Klaus sourit largement. « Excellent. Nous commençons à former l'équipe la semaine prochaine. Vous avez carte blanche pour embaucher qui vous voulez. » Il se leva et marcha vers la porte, mais avant de sortir, il se retourna. « Une chose de plus, Amélie. Je suis fier de vous. Et je suis désolé de ne pas l'avoir dit plus tôt, mais je suis vraiment fier de ce que vous avez accompli, non seulement ici, mais dans toute votre vie. La discipline que vous avez eue pour apprendre 7 langues par vous-même, la force de supporter des moments difficiles sans abandonner, la dignité avec laquelle vous avez géré mon comportement horrible. Ces choses ne s'enseignent pas. Soit vous les avez, soit vous ne les avez pas. Et vous, vous les avez. » Il sortit avant qu'Amélie ne puisse répondre, la laissant seule avec ses pensées et ses larmes. 3 mois plus tard, le département de services linguistiques et de conseil culturel était une réalité. Amélie avait embauché 5 personnes, 2 traducteurs, un spécialiste en relations internationales, une coordinatrice de projet et un assistant administratif. Elle avait établi des protocoles, créé des systèmes, développé des programmes de formation. Mais le plus important, elle avait changé la philosophie de la façon dont l'entreprise interagissait avec les clients internationaux. Il ne s'agissait plus seulement de traduire des mots, il s'agissait de comprendre des contextes, respecter les cultures, construire de véritables ponts entre différents mondes. Les résultats parlaient d'eux-mêmes. Les contrats internationaux avaient augmenté de 40%. La satisfaction des clients était à un niveau record. Et d'autres entreprises avaient commencé à demander si elles pouvaient engager les services du département d'Amélie de manière indépendante. Un vendredi après-midi, alors qu'Amélie révisait les rapports de la semaine, son téléphone sonna. C'était un numéro inconnu. Amélie Dubois. « Oui, qui est à l'appareil ?» « C'est Carole Dumas du Grand Hôtel de la Paix. » Le cœur d'Amélie fit un bond. L'hôtel où tout avait commencé. L'hôtel. Je pensais qu'il avait fermé. C'est le cas, mais il a été racheté par un groupe d'investisseurs il y a 6 mois. Nous avons rouvert le mois dernier avec une nouvelle administration, et nous recherchons un directeur des relations internationales. Votre ancien gérant m'a donné votre nom. Il a dit que vous étiez la meilleure employée qu'il ait eue. Amélie sentit une vague d'émotion, nostalgie, gratitude, mais aussi autre chose. La tranquille certitude de l'endroit où elle appartenait. « C'est un honneur que vous ayez pensé à moi », répondit-elle. « Mais je suis actuellement très heureuse là où je suis. Je dirige mon propre département ici et nous construisons quelque chose de spécial. » Il y eut une pause de l'autre côté. « Je comprends. Félicitations pour votre succès, Amélie. Vous avez clairement pris le bon chemin. » Quand elle raccrocha, Amélie s'adossa à sa chaise et sourit. L'hôtel avait été important. C'était là qu'elle avait tout appris.
mais elle n'avait plus besoin d'y retourner. Elle avait construit quelque chose de nouveau, quelque chose à elle, quelque chose de mieux. 2 semaines plus tard, Klaus organisa une fête au bureau. 9 mois depuis qu'Amélie avait commencé, 6 mois depuis qu'elle avait ouvert son département. C'était le moment de célébrer la croissance de l'entreprise. La salle de conférence était pleine. Toute l'équipe, une trentaine d'employés maintenant, conversait joyeusement avec des verres à la main. Klaus demanda l'attention en frappant son verre avec un couteau. « Je veux vous remercier tous pour votre incroyable travail cette année », commença-t-il. « Nous avons grandi d'une manière que je n'imaginais pas possible, mais je veux mettre en évidence spécifiquement quelqu'un dont la contribution a été transformatrice. » Il regarda directement Amélie. « Il y a 9 mois, j'ai rencontré Amélie Dubois dans des circonstances qui n'étaient pas idéales. J'ai commis l'erreur de la juger par sa position à ce moment-là, au lieu de voir qui elle était vraiment. Et j'ai failli perdre l'opportunité de travailler avec l'une des personnes les plus talentueuses que j'ai jamais rencontrées. » Il marcha vers l'endroit où elle se tenait. Amélie n'a pas seulement sauvé des contrats cruciaux, elle n'a pas seulement ouvert de nouveaux marchés pour nous, elle a changé la culture de cette entreprise. Elle nous a appris à valoriser le talent d'où qu'il vienne, elle nous a montré que les compétences réelles importent plus que les titres sur papier, et elle m'a personnellement enseigné une leçon d'humilité que je n'oublierai jamais. Il leva son verre à Amélie Dubois, pour ne pas avoir abandonné quand tout semblait impossible, pour avoir eu la force de montrer sa valeur quand d'autres la sous-estimaient, et pour avoir construit quelque chose d'extraordinaire à partir de zéro. Tout le monde leva ses verres. Les applaudissements remplirent la salle. Amélie sentit les larmes couler sur ses joues, mais cette fois, elle s'en fichait. C'étaient des larmes de pure joie, d'accomplissement, de savoir qu'elle était enfin exactement là où elle devait être. Ce soir-là, Amélie marcha seule dans les rues de la ville. Elle se retrouva, presque sans s'en rendre compte, devant le restaurant, la brasserie de l'ancienne douane. Les lumières étaient allumées. À travers la fenêtre, elle pouvait voir les tables pleines, les serveurs se déplaçant avec des plateaux, la vie normale de l'endroit continuant comme toujours. Pierre sortit fumer une cigarette et la vit debout là. « Amélie !» cria-t-il de joie, éteignant la cigarette et courant vers elle. « Qu'est-ce que tu fais là? Tu viens enfin nous rendre visite ?» Elle l'embrassa. « Je passais par là. Je voulais voir l'endroit. » Pierre la regarda avec des yeux brillants. « Nous sommes si fiers de toi. Toute l'équipe parle de toi. Je raconte ton histoire aux nouveaux employés. Je leur dis, une serveuse qui parlait 7 langues a travaillé ici. Maintenant, elle est directrice de son propre département dans une grande entreprise. Ça les inspire. » Amélie sentit un nœud dans la gorge. « Cet endroit a été important pour moi, Pierre. Il m'a maintenu à flot quand je pensais que je coulais. Et tu nous as montré qu'il n'y a pas de petits boulots, seulement de petites personnes, » répondit Pierre. « Tu as été la meilleure serveuse que nous ayons eue, non pas parce que tu étais rapide ou efficace, mais parce que tu n'as jamais laissé le travail te définir. Tu as toujours su que tu étais plus que cela. » Ils restèrent immobiles un moment en silence, regardant le restaurant. « Tu sais ce qui est ironique ?» dit Amélie finalement. « Si Klaus Müller n'était pas entré ici en étant arrogant ce jour-là, je serais probablement encore en train de servir des tables. Son humiliation a été l'étincelle dont j'avais besoin pour arrêter de me cacher. » Pierre rit. « Parfois, les pires personnes nous enseignent les meilleures leçons. Oui, mais il a changé aussi. Il a appris à ne pas juger, et c'est plus que ce que la plupart des gens accomplissent. » Ils se dirent au revoir avec une autre accolade. Amélie continua de marcher, cette fois en direction de son appartement. Son bel appartement dans un quartier sûr, avec de nouveaux meubles et une belle vue. Quand elle arriva chez elle, elle se prépara un thé et s'assit près de la fenêtre. Elle sortit son téléphone et ouvrit ses applications de langue. Les notifications montraient des séries de plus de 500 jours sur 3 d'entre elles. Elle n'avait jamais cessé d'étudier, même après avoir obtenu l'emploi de ses rêves. Elle ouvrit un nouveau cahier et commença à écrire. Elle ne savait pas exactement quoi, elle savait juste qu'elle avait besoin de capturer ce moment, cette sensation, cette vérité qu'elle avait apprise. Elle écrivit « La vie ne vous doit rien, mais vous vous devez tout à vous-même. Vous vous devez l'effort, la discipline, la foi en vos propres capacités, même lorsque personne d'autre ne croit. Vous vous devez de vous relever chaque fois que vous tombez. Vous devez refuser d'être invisible juste parce que les autres ne vous voient pas. J'ai appris que la reconnaissance externe est merveilleuse, mais la validation interne est essentielle. Que les titres importent moins que les compétences réelles, que l'humilité et la confiance peuvent coexister, que l'on peut être aimable sans être faible, forte sans être cruelle. J'ai aussi appris que les gens peuvent changer, que l'humiliateur peut devenir humble,
que celui qui vous méprise aujourd'hui peut être votre plus grand allié demain, et que pardonner n'est pas oublier, mais relâcher le poids pour pouvoir voler plus haut. Mon nom est Amélie Dubois. Il y a 1 an, j'étais invisible. Aujourd'hui, je dirige une équipe. Demain, je construirai quelque chose d'encore plus grand. Non pas parce que quelqu'un me l'a donné, mais parce que je l'ai gagné. Mot par mot, langue par langue, larme par larme, victoire par victoire. Et si j'ai pu, n'importe qui le peut. Il suffit de croire que vous êtes plus que les circonstances actuelles, que l'endroit où vous êtes aujourd'hui ne définit pas l'endroit où vous serez demain, et que parfois, la plus grande vengeance contre ceux qui vous sous-estiment n'est pas de leur prouver qu'ils avaient tort, mais de vous prouver à vous-même que vous avez toujours eu raison sur votre propre valeur. Elle ferma le cahier et regarda par la fenêtre la ville qui brillait de milliers de lumières. Chaque lumière représentait une histoire, un rêve, une personne se battant pour quelque chose. Et parmi toutes ces lumières, Amélie Dubois brillait enfin de sa propre lumière.